Est-ce que vous êtes chaud? Ouais. Est-ce que vous en êtes sûr? Ouais. Alors vous êtes des chaussures. J'ai toujours rêvé de faire ça, désolé. Alors en tout cas, bienvenue à tous pour cette conférence. Effectivement, j'ai choisi le titre le plus ridicule de toute l'histoire de la forteresse. Et là, je ne parle pas que du festival. À quoi tu jouais, avec le mot jouet écrit J-O-U-E-T-S. En effet, on va parler d'objets ludiques, et au-delà de mon absence totale de maîtrise de la grammaire la plus élémentaire, eh bien c'est un sujet assez puéril qui tout de même va garder une sacrée importance tout au long de notre vie. En effet, le jouet, c'est tout simplement le premier outil qu'on va donner à un enfant, et c'est ce premier outil qui va lui permettre de normalement trouver et de garder sa place dans son univers et dans la société. Et cet outil, il va apparaître très très tôt dans notre vie, la plupart du temps à peine quelques heures après qu'on ait été pondu. Bébé est à peine démoulé qu'on va déjà lui offrir des peluches, qu'on va lui donner entre autres des mobiles, histoire de l'éveiller. Le jouet, dans le premier âge, il va servir de jouet d'éveil. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour que bébé puisse commencer à coordonner les mouvements de sa tête? On va lui mettre des mobiles. Pour qu'on puisse commencer à coordonner les mouvements du bras et de l'œil, on va lui donner des papiers colorés, et au fur et à mesure, eh bien, le jouet il va se transformer en fonction des besoins de l'enfant. Par exemple, truc tout bête, quand bébé va commencer aux alentours de 6 mois à devoir apprendre à utiliser ses mains, on va lui donner un hochet. Et je suis quasiment sûr que tout le monde ici a tenu un hochet. Si vous êtes parent, vous avez probablement offert des hochets sans savoir que par là, eh bien, vous continuez une vieille tradition multimillénaire, puisque ce hochet, c'est tout simplement un des plus vieux jouets connus. Alors, le hochet, il va servir, comme je l'ai dit, à entraîner bébé. On veut qu'il devienne plus grand, plus beau, plus fort et plus vite. Et c'est quoi un hochet? Eh bien, c'est tout simplement un petit manche adapté aux petites mains de bébé qui va être surmonté par une clochette. Alors ce hochet, il peut être en plastique aujourd'hui, il peut être en bois, il peut être en or, il peut être en argent, il peut être en intestin de poisson séché, il peut avoir la forme d'un tambour, la forme d'un animal, la forme d'une plante, à peu près tout. Et les premiers hochets qu'on ait retrouvés archéologiquement, eh bien, ils datent du néolithique. Pour la plupart, ils viennent de Bulgarie, ils viennent d'Allemagne. Mais curieusement, eh bien, les Grecs, ils ont trouvé un inventeur au hochet. Et cet inventeur, c'est pas n'importe qui, il s'appelle Archytas de Tarente. Personne ne connaît Archytas? Alors Archytas, c'est quand même un mec qui pèse dans le game à l'époque, c'est un pote de Platon, on considère qu'il a inventé des théorèmes mathématiques, qu'il a développé des théories physiques sur le son, il a inventé la poulie, il a inventé la vis, et ça 200 ans avant Archimède. Pourtant, malgré toutes ces grandes inventions, quand on va parler d'Archytas, notamment quand notre ami Aristote va parler d'Archytas, eh bien il ne parle que du hochet. Je le cite: « Considérons donc comme une heureuse invention la crécelle d'Archytas, qu'on donne aux petits-enfants pour les occuper. Cela leur évite de tout casser dans la maison, car la jeunesse n'est pas capable de rester en place. » Les jeunes, ça casse tout, hein, et c'est un vieil argument qui a au moins 2300 ans. Vous pourrez le ressortir à votre oncle raciste au prochain Noël. Donc grâce au hochet, notre bébé il va devenir plus fort, plus vite, et il va aussi, ce hochet, permettre aux parents d'être tranquilles. En effet, avant ses 1 an, le bébé est totalement dépendant de papa et maman, et dans ses apprentissages, eh bien, ça libère du temps à maman, qui va pouvoir dormir, et papa va pouvoir picoler. Donc tout le monde est content grâce au jouet. Ce hochet, il va avoir aussi un tas de fonctions éducatives, donc, mais aussi une fonction spirituelle, quasiment religieuse. Le hochet, eh bien, on va y glisser souvent des amulettes qui vont protéger bébé. Non, je ne mets pas feu au bébé, pas tout de suite. Donc ce hochet, ça va devenir un artefact protecteur. Jusqu'au début du XXe siècle, vos arrière-grands-parents jouaient très probablement avec des hochets à l'intérieur desquels on mettait des dents de loup. Ouais, des dents de grands méchants loups qui étaient censés protéger bébé, hein. On met un symbole du mal près de bébé et en théorie le mal ne viendra pas le manger. C'est un peu l'homéopathie de l'époque. Voilà, ça ne sert pas à grand chose non plus, mais ça y ressemble. Et justement, cette porosité entre l'objet spirituel et l'objet ludique,
eh bien il va compliquer son étude. L'objet ludique et l'objet religieux, ils ont à peu près le même but, c'est-à-dire qu'ils ont simplement une fonction symbolique. Une poupée n'est pas un vrai bébé. De même manière, désolé mademoiselle, oui, je viens de vous apprendre quelque chose. De la même manière qu'un calice n'est pas un véritable verre, il sert avant tout de symbole. Eh bien, c'est pas toujours facile de faire la différence entre l'objet de culte et l'objet jouet, et ça vient aussi du fait que très souvent ces jouets anciens, ces jouets antiques, on va les trouver dans des contextes mortuaires. Sachant que les enfants en bas âge représentent entre 30 et 40% des tombes, c'est un chiffre qui va rester à peu près le même du néolithique jusqu'à quasiment la fin de l'Antiquité, eh bien on va tenter au fur et à mesure de se rendre compte si c'est un objet culte ou non. C'est assez neuf tout ça, ça fait seulement quelques années qu'on a commencé à étudier des dinettes trouvées dans des tombes. Jusque-là on était persuadé que c'était tout simplement des brûle-parfums, des petits objets de culte, mais en tout cas pas des jouets. Et on commence à y revenir. Petite chose intéressante avant de passer à la suite, on a beaucoup de mal à différencier ces deux types d'objets, et parfois eh bien, on se rend compte très très tard que ce qu'on prenait pour un simple objet de culte, c'est un objet ludique, au moins au demeurant. Par exemple, si je vous demande de quand date le premier jouet virtuel, soyons fous, donnez des dates. Les années 60, les années 1400, 62 c'est Pong, eh bien je dirais moi, moins 35 000 avant Jésus-Christ. Ce tout premier jouet, c'est un thaumatrope. Les thaumatropes, vous les connaissez. D'un côté, on va avoir une cage, de l'autre côté, on va avoir un oiseau. Si vous les faites bouger très très vite, l'oiseau va se retrouver dans la cage. Eh bien, on a retrouvé dans des grottes en Dordogne un thaumatrope fabriqué en os de renne. Et ce thaumatrope, c'est probablement le tout premier jouet virtuel. Un jouet virtuel qui, vous l'aurez compris, garde quand même une certaine dimension spirituelle. En grandissant, notre enfant il va avoir des besoins qui vont changer. Et son jouet, eh bien, il va s'adapter à ça. Très souvent, une fois que bébé va commencer à marcher, on va lui offrir un petit chariot. Et je suis quasiment certain que la totalité d'entre vous ici a traîné derrière lui, que ce soit un canard, un chien ou même un téléphone. Eh bien, le but, c'est de pousser bébé à marcher pour qu'il puisse entraîner ses petites jambes toutes potelées à devenir de véritables mollets, pour qu'il puisse marcher, courir, encore une fois, devenir indépendant physiquement. Et curieusement, eh bien, ces petits chariots qu'on rapprochait à notre époque des petites voitures, eh bien, ils sont extrêmement anciens. Les tout premiers chariots, on les trouve encore une fois au néolithique, et on les retrouve partout. On va les retrouver en Mésopotamie, on va les retrouver chez les Grecs, on va les retrouver chez les Romains, et ces petits chariots à roues, on va même les retrouver chez des peuples qui ne connaissent pas la roue, notamment en Amérique. Dans certaines tombes mayas, on a trouvé des petits chariots avec des figures animales dessus, chez un peuple qui, théoriquement, ne connaissait pas la roue. Donc parfois, les technologies infantiles sont plus avancées que les technologies qu'on va tenter d'employer au quotidien. Et justement, ces petits chariots, ils vont connaître un certain succès, notamment au IIe siècle après Jésus-Christ, dans notre beau territoire qu'est la Gaule romaine. Eh bien, il y a de nombreux ateliers, des ateliers qui vont fabriquer, par exemple, des petits cavaliers sur roues, des petits cavaliers qui on va retrouver absolument partout, sur les mêmes modèles, les mêmes moules. On a réussi à en découvrir à plusieurs centaines de kilomètres d'écart. Donc le jouet, c'est quelque chose qu'on va distribuer un petit peu partout et qui devient en fait tout simplement normatif. Tu es un Romain, tu vas jouer avec des petits soldats romains tout simplement. Hop là. Et puis, plus on va grandir, plus le jouet il va devenir normatif. L'idée, c'est que si t'es une fille, tu vas jouer avec des jouets de filles. Si t'es un garçon, le jouet va te former à devenir un homme. Effectivement, ce sont des problématiques que l'on connaît bien aujourd'hui. Et ça va me permettre de rebondir sur la poupée. La poupée, c'est probablement l'objet ludique le plus spirituel, le plus important. On parle carrément d'humain miniature. Et encore une fois, on va avoir beaucoup de mal à faire la différence entre la poupée religieuse, la statuette religieuse, et le jouet en lui-même. Pourtant, les poupées, c'est un objet extrêmement ancien. La première trace de poupée que l'on connaisse, elle date de moins 6000. C'est une peinture rupestre découverte en Algérie, dans le Sahara. Et on y voit une petite fille avec sa probable maman qui tient un homme miniature. Alors comment est-ce qu'on sait que c'est pas tout simplement un bébé, son petit frère ou quelque chose? Eh bien, c'est que les deux personnages humains sont recouverts de stries.
alors que les objets, eux, ne le sont pas. Sur le même dessin, on peut voir une corne de buffle, par exemple, qui n'est pas sujet à ces stries, et la poupée non plus. On peut donc se dire que c'est la plus ancienne trace de poupée. Mais ces poupées préhistoriques, on n'en a jamais trouvé de traces archéologiques, ce qui nous laisse penser que la plupart du temps, elles étaient extrêmement périssables. On a certaines peuplades qui vont utiliser des poupées en fruits et légumes, par exemple. Utilisables une semaine, grand maximum. Sinon, ça commence à sentir. Et donc cette poupée, elle va servir de seconde étape à l'éducation. Ça va devenir un outil de transmission du savoir. Dans de très nombreuses sociétés, ce sont donc les petites filles qui vont apprendre à pouponner grâce aux poupées, mais c'est loin d'être une obligation. Par exemple, chez les Esquimaux, aussi bien les garçons que les filles vont apprendre à coudre des vêtements d'hiver grâce à leurs poupées. Et on peut comprendre que dans ces milieux extrêmes, même à 2 ou 3 ans, ce soit vraiment nécessaire que tu sois capable de recoudre tes bottes si elles sont décousues. Simplement, tu n'as pas le choix. Si tu ne sais pas le faire, tu risques de mourir extrêmement vite. Dans d'autres sociétés, c'est carrément la notion d'humain miniature qui est interdite. En Chine, par exemple, avant le 19e siècle, aucune poupée ludique. Non, une représentation humaine, on les met forcément dans des temples. Et puis, effectivement, ce jouet, il va toujours être adapté à ceux qui l'ont créé. Les Iroquois, par exemple, ne mettaient jamais de visage à leur poupée, pas de traits de visage. Pourquoi? Parce que donner des traits de visage à un objet inanimé, c'est réservé aux dieux. Et si on donne des traits à la poupée, elle va pouvoir prendre vie et devenir probablement démoniaque. Pauvres enfants Iroquois. On y est, parfait. Et enfin, pour finir, dans l'Antiquité, on va trouver des poupées féminines, mais guerrières, notamment en Espagne, où, visiblement, les enfants jouaient avec des poupées gladiatrices. Et personnellement, je préférerais voir des poupées gladiatrices à la place des horribles Barbie que l'on croise partout. Voilà pour la fonction sociale et historique du jouet. Maintenant, on va passer à 2 jouets que vous connaissez probablement bien. Le premier, c'est l'ours en peluche. Applaudissez-le, messieurs, dames. Alors, l'ours en peluche, curieusement, c'est une nouveauté. Ce jouet, il n'est apparu qu'au tout début du XXe siècle. En fait, pendant une grande partie de notre période historique, eh bien, l'ours, il a très mauvaise réputation. Au Moyen-Âge, on considère qu'il est capable de se transformer en humain, qu'il peut violer, qu'il peut capturer des enfants, bref, c'est pas vraiment le meilleur ami des tout-petits. Il faudra attendre sa quasi-disparition, aux alentours des années 1900, pour qu'il devienne enfin un jouet. Et curieusement, eh bien, il va devenir un jouet en Europe et aux États-Unis quasiment au même moment. En Allemagne, on a une marque qui s'appelle Steph, qui va développer le tout premier ours européen sur la base d'une visite dans un zoo sur lequel ils avaient pris quelques croquis d'un ours à Stuttgart. Et cet ours allemand, il va connaître un certain succès en Europe. Par exemple, en 1907 en France, on vend déjà 1 million d'ours en peluche. Pas de bol, pendant la Première Guerre mondiale, l'ours, eh bien, il reste allemand, et on va carrément interdire l'ours en peluche. L'ours en peluche de 14 à 18, c'est tout simplement le jouet de l'ennemi. Aux États-Unis, c'est différent. Aux États-Unis, l'ours en peluche, il prend une connotation politique. Alors là, on remonte encore une fois à 1902, et il faut que je vous parle d'un certain Teddy Roosevelt. Ça vous dit quelque chose? Président des États-Unis, aventurier, écrivain, historien, naturaliste. Le mec, il a une petite moustache, un chapeau et des lunettes, enfin, la grande classe. Et c'est surtout un grand chasseur, Teddy. Alors qu'il est en train de chasser l'ours avec ses aides de camp dans le Mississippi, eh bien, il a pas de chance, au bout de quelques jours, il revient brocouille. Du coup, ces aides de camp, ils ont l'idée de capturer un ours malade ou un ourson, on ne sait pas trop, de l'acculer contre un rocher et de proposer à Teddy de lui tirer dessus à bout portant, ce qui est pas très très Charlie. Donc Teddy, il va refuser. Teddy, il dit quand même non, je suis un chasseur, ça c'est pas de la chasse. Et ce qui aurait pu être une toute petite anecdote, eh bien va prendre une certaine importance puisque la presse va en entendre parler de cette histoire. Et les caricaturistes vont s'en donner à cœur joie. Ils vont dessiner ce pauvre ours sauvé par Teddy Roosevelt et ils vont le sous-titrer sous le nom de Teddy Bear. Il faudra attendre l'année d'après pour que des émigrés russes aient l'idée de fabriquer les tout premiers Teddy Bear avec l'autorisation de notre ami Teddy Roosevelt. Et c'est ainsi que l'ours en peluche qui terrifiait les enfants du Moyen-Âge va devenir l'ami des tout-petits. Et pour finir, eh bien, on va parler d'un jouet stéréotypé. Alors les stéréotypes, je suis certain que vous détestez ça. Les polémiques, on en connaît beaucoup. Les jouets racistes, les jouets antiféministes.
Et si je vous disais que le pire d'entre eux s'appelle Bécassine? Si je vous dis Bécassine, vous me répondez? C'est ma cousine, elle est bretonne, on a compris. Alors, non, ce n'est pas votre cousine, ce n'est pas la mienne non plus, ce n'est pas celle de Chantal Goya, elle est bien trop vieille pour ça, puisque Bécassine, elle apparaît dès 1905. Bécassine, eh bien c'est une bande dessinée publiée dans un magazine pour fillettes qui s'appelait La Semaine de Suzette. Et c'est pas pour rien qu'on crée La Semaine de Suzette en 1905. La Semaine de Suzette, elle va être créée en réponse à la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. On a beaucoup de bourgeois catholiques qui s'inquiètent parce que d'un coup, on sort les curés de nos écoles. Et donc il faut des publications pour rassurer et surtout éduquer nos gentilles petites filles. On va donc créer la Semaine de Suzette qui diffuse donc une petite BD qu'on appelle Bécassine, qui ne connaît pas grand succès au début. Non, la Semaine de Suzette, elle a un vrai outil marketing. Pour la première fois, quand vous vous abonnez à la Semaine de Suzette, vous avez une poupée offerte. La classe. Une poupée qui s'appelle Bleuette. Et Bleuette, eh bien c'est bien simple, pour l'habiller, vous avez deux choix. Soit vous, petite fille, vous découpez les patrons publiés dans le magazine et vous tentez de les réaliser avec votre maman, ou vous les achetez à prix fort grâce à un petit encart dans le magazine. Vous pensiez que ça avait été inventé par le journal de Mickey? Non, ça existait déjà dès 1905. La vraie polémique, elle va naître dans les années 20. Pourquoi? Parce que, reprenons cette Bécassine, une bretonne qui n'a pas de bouche et qui ne parle quasiment pas, elle ne prononce que la phrase « Madoué, mon Dieu » en patois. C'est donc en fait tout simplement le symbole de la bonne, partie de sa Bretagne natale pour aller travailler chez des bourgeois la plupart du temps à Paris, et on va se moquer d'elle assez gentiment. Une des premières histoires de Bécassine, c'est Bécassine qui parle à sa maîtresse lui dit « Tu peux aller mettre les homards dans la cuisine ?» Et elle dit « C'est quoi les homards ?»« Tu sais, les trucs rouges !» Et puis là, il y a un officier qui arrive et puis il est habillé en rouge. Alors Bécassine, elle l'emmène dans la cuisine. LOL. Voilà le niveau de Bécassine. Et si ça va commencer à faire rire la bourgeoisie et que ça va perdurer pendant aussi longtemps, c'est pas le cas des Bretons. Non, je pense que vous le savez, le Breton, il rigole pas beaucoup. Merci. En effet, les Bretons, ils vont pas accepter du tout qu'on se moque d'eux. Et c'est tout simplement la création d'une poupée Bleuette déguisée en Bécassine qui va créer les premières manifs bretonnes anti-Bécassine. Il va y avoir un véritable mouvement populaire en Bretagne. On va interdire la Semaine de Suzette. On trouve d'ailleurs encore des témoignages de vieilles dames qui se souviennent qu'on leur avait arraché leur Bécassine des mains pour l'acheter à la poubelle. Terrible. Et finalement, eh bien, ça va carrément exploser juste avant la Seconde Guerre mondiale, en 1939, quand on va annoncer la production d'un film sur Bécassine. Autant chier dans du beurre salé. Il va y avoir des manifestations, il va y avoir des bagarres pendant le tournage, et ça va se terminer en juin 1939, à quelques jours de la Seconde Guerre mondiale, où trois indépendantistes bretons vont pénétrer à l'intérieur du musée Grévin et vont tabasser la statuette de Bécassine avec un marteau. Ils vont lui éclater la gueule, ils vont voler son nez et ils vont partir avec très très vite. Le lendemain, les journaux ne parlent que de ça et 2 jours plus tard, le pays est envahi. Donc la prochaine fois que vous entendrez parler d'une polémique sur le genre ou la sociologie d'un jouet, dites-vous qu'on est peut-être tout près d'une invasion. Voilà, je pense que c'était tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Je tiens à remercier avant tout la Bretagne. Et puis Ben et Cali pour leur invitation. Faites du bruit pour Cali. C'est à la hauteur. Il assure, hein. Il assure carrément.